Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Alvarez et Marsal et Topix. Je m'appelle Sébastien Borgna, je suis journaliste et je suis ravi d'animer cet événement intitulé Transformation de la banque de détail, l'accélération c'est maintenant. Avec nous ce matin Nicolas Toflib, Managing Director chez Alvarez et Marsal. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alvarez et Marsal, cabinet mondial, leader du retournement, avec 5000 collaborateurs dans le monde, dont 130 à Paris. Avec nous aussi Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Président fondateur de Topix, vous avez été DRH du groupe Orange et vous avez aussi travaillé dans le secteur bancaire. Avec Topix que vous avez créé fin 2018, vous accompagnez désormais les dirigeants et en particulier les DRH dans le volet humain des transformations. Et puis merci à vous tous d'être connectés après cette soirée un peu difficile. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de foot ce matin, c'est un sujet beaucoup trop sensible, mais des banques. Nous allons passer une heure ensemble. Après cette interview d'une quarantaine de minutes, vous pourrez poser vos questions à nos deux intervenants. Je vous invite d'ailleurs à alimenter le chat de ce webinaire dès maintenant. Nicolas Alvarez et Marsal conduit depuis 3 ans une étude sur les banques de détail et votre conviction, c'est qu'elles vont devoir intensifier et accélérer leurs efforts en passant d'une logique d'optimisation à des approches de retournement. Vous évoquez d'abord un modèle économique sous pression avec 1,5 milliard de baisse de revenus, moins 3% par rapport à l'année précédente. Comment l'expliquez-vous ? Alors effectivement, l'étude confirme chaque année que la pression augmente sur le modèle économique de la banque de détail en France. Comme vous le mentionniez, les revenus baissent, ça c'est confirmé et cette baisse s'accélère. Elle est évidemment différente selon les acteurs. Moins 3%. Face à ça, on a une baisse des coûts qui est réelle mais qui est inférieure puisqu'elle n'est que de moins 2%. Donc, on a un effet ciseau en fait mécanique. Et puis, troisième élément, c'est le coût du risque qui a fortement augmenté du fait notamment de la crise Covid. Alors, il faut rappeler quand même que le coût du risque en France était historiquement très bas. Donc, il y a un effet aussi rattrapage et c'est surtout des provisions qui ont été passées par anticipation. Et nos manières de consommer et de payer évoluent aussi et cela impacte sur les revenus des banques. Alors oui, il y a deux éléments principaux. Premièrement, il y a le régulateur qui regarde fortement et qui met une certaine pression aussi sur les commissions d'incidents de paiement. Donc ça a été un élément de baisse des revenus en complément en fait évidemment de la baisse des taux maintenant qui est structurelle. Et il y a aussi toute la bascule en fait des usages de consommation, notamment vers le e-commerce, qui font que, en fonction de l'augmentation qui a été accélérée par le Covid de la consommation e-commerce, il y a des commissions en fait qui peuvent potentiellement échapper aux banques. Je pense notamment à deux choses principales. Le paiement, puisque quand vous payez sur Internet, en fait, les commissions ne sont pas perçues intégralement par les banques, puisque ce sont qu'on appelle des payment service providers, qui sont des acteurs non bancaires. Et puis, les habitudes de crédit à la consommation évoluent sur le e-commerce. Vous payez en paiement fractionné. Ça peut être des acteurs bancaires via des filiales dédiées ou des acteurs non bancaires et notamment étrangers qui arrivent sur le marché français. Et l'impact peut être très significatif. On l'a estimé potentiellement sur une assiette de 1 milliard d'euros d'impact de baisse de revenus. Alors, les banques ont entamé depuis plusieurs années une bataille contre les coûts, 1 milliard d'euros de baisse de charges en 2020. Selon vous, ces efforts ne sont pas à la hauteur des enjeux. Quelle est la situation actuelle et vers quoi faut-il aller selon vous ? Alors, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux pour une raison, j'allais dire presque arithmétique, c'est les coûts baissent, mais que de 2% par rapport à des revenus qui baissent globalement de 3%. Donc, on voit bien qu'il y a un écart et que si on ne fait rien, en fait, cet écart risque de s'accentuer. Donc, les banques ont engagé quand même réellement des initiatives de réorganisation depuis plusieurs années. Maintenant, c'est une question à la fois d'amplification en fait de ces initiatives pour aller chercher plus de gains et aussi une question de vitesse sur un secteur bancaire, banque de détail, qui est quand même dominé par des acteurs mutualistes. 2/3 du marché de la banque de détail en France, en part de marché, ce sont les 3 acteurs mutualistes, Crédit Agricole, BPCE et Crédit Mutuel.
Donc, on a un contrat social qui est extrêmement fort du fait de cette spécificité très française. Alors, vous faites un parallèle dans votre étude entre le cas français et le cas espagnol. Et là, le contraste est vraiment saisissant, hein. 120 000 suppressions de postes entre 2008 et 2020 en Espagne, 16 000 entre 2012 et 2019 en France. Comment expliquez-vous un tel écart ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les banques françaises sont quand même très solides. On a 5 groupes bancaires dans les 10 premières banques européennes. Donc, c'est un secteur sur lequel on est très puissant. La consolidation du secteur en France a été faite bien plus tôt que dans beaucoup de pays. Je pense notamment à l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Donc, les situations de départ ne sont pas du tout les mêmes. Les banques étaient structurellement plus performantes. Après, le contexte et les lois sociales, là je laisserai Bruno éventuellement compléter, ne sont pas les mêmes par rapport à l'Espagne. Donc on a une latitude qui n'est pas celle qui existe sur le marché français. Et je pense que d'ailleurs c'est plutôt tout à l'honneur des banques françaises qui sont arrivées jusqu'à présent à conjuguer performance économique et respect du contrat social que Bruno va développer. Alors c'est vrai que quand on parle suppression de postes, on touche à un sujet ultra sensible socialement, politiquement, médiatiquement. Bruno, quelles sont vos convictions sur le sujet ? Il y a la première chose, c'est que on aime bien s'autoflageller en France. Mais la réalité oblige à dire que le secteur bancaire a conduit, chacun selon sa culture et à son rythme, de profondes transformations qui ont permis d'éviter un scénario à l'espagnol et qu'on rentre dans cette crise avec des banques françaises qui sont plutôt costauds. Et donc, le cœur du message, c'est qu'il nous faut éviter, il faut maintenir cet état de fait et éviter un scénario, j'allais dire, à l'espagnol à nos banques. Et donc, le grand sujet, ce qui justifie qu'on se réunisse aujourd'hui, ce qui doit être au cœur de la mobilisation, c'est comment, évidemment, éviter d'avoir à conduire des ajustements brutaux, comment poursuivre, et on le dit même avec beaucoup de conviction avec Nicolas, accélérer les transformations qui sont à l'œuvre, les généraliser pour permettre effectivement le maintien à la fois d'un contrat, d'un modèle social des banques qui a permis de conduire tous ces ajustements sans brutalité, sans rupture du contrat de travail et en même temps créer les dynamiques nécessaires parce que ce n'est pas en maintenant le statu quo sur le mode de fonctionnement, de process, d'organisation et de gestion des ressources humaines qu'on répondra à l'accélération du défi, à la tension incroyable sur le modèle que rappelait Nicolas. Donc c'est ça tout l'enjeu. On est en ce moment, dans ces moments de l'industrie bancaire, notamment pour la banque de proximité, pour la banque de détail, dans laquelle il faut à la fois accélérer, mais pour préserver l'essentiel, et notamment la dynamique des hommes et des femmes du secteur bancaire. En quelques mots, comment se caractérise ce contrat social de la banque de détail en France ? L'idée, et il y a une convention collective qui le porte profondément, et tous ceux, y compris celui que vous parlez, qui ont conduit des transformations importantes dans le statut des caisses d'épargne, dans le rapprochement entre les caisses d'épargne et les banques populaires pour créer BPCE, c'était il y a quelques années, ou pour ceux qui du Crédit Agricole, Société Générale. Bref, la plupart des banques, évidemment, ont fait vivre cette convention collective. Qu'est-ce qui la caractérise ? C'est 2-3 choses. La première, c'est quand même une certaine linéarité des évolutions, des classifications, des rémunérations, ça c'est la première constante, autour de profils et de parcours qui faisaient que le collaborateur qui souhaitait une certaine stabilité géographique, je pense évidemment en particulier au non-cadre, qui souhaitait, j'allais dire, rester dans un métier dans lequel il avait développé son expertise, pouvait le faire, j'allais dire, pour l'essentiel, tout au long de son parcours professionnel. Aujourd'hui, là du contrat social, il faut le challenger fortement parce que c'est vrai à la fois que les jeunes aspirent à d'autres parcours, à d'autres process, mais c'est aussi vrai que l'exigence économique invite à plus de polyvalence, à plus de mobilité, notamment fonctionnelle, voire géographique. Et puis la deuxième composante, et celle-là elle est très importante, c'est effectivement pas de départ contraint. Et tous les ajustements d'effectifs importants auxquels la Banque française a procédé, même s'ils n'ont pas l'ampleur qu'on a vu dans d'autres pays européens, a reposé sur la logique des départs volontaires, sur la gestion des départs à la retraite non remplacés. Et c'est vrai que de ce point de vue, l'absence de départ contraint est sans doute le marqueur numéro 1 du contrat social, et toute notre réunion d'aujourd'hui, elle vise notamment, dont on va parler avec Nicolas, sans avoir à remettre en cause ce qui est quand même au cœur du contrat de confiance entre une entreprise et une banque, c'est-à-dire en gros ce contrat social, cette absence de départ contraint. Alors Nicolas, vous expliquez que les banques doivent désormais entrer dans le dur de la transformation de leur modèle. Ça passe par quoi ? Alors, ça passe par plusieurs choses que les banques ont enclenchées.
La première, j'allais dire la plus évidente, c'est dans un groupe bancaire, c'est mutualiser tout ce qu'il est possible de mutualiser. Et on voit l'exemple Société Générale Crédit du Nord est un illustratif de ce que j'évoque. C'est aussi développer plus fortement les coopérations entre banques. On voit qu'il y a des initiatives, par exemple, de mutualisation sur tout ce qui est distributeur de billets entre certaines banques françaises, ce qui s'est fait il y a fort longtemps dans d'autres pays européens. Il y a aussi sans doute aller plus loin sur la dépense externe, un peu, j'allais dire, comme le font les groupes industriels. La dépense externe, les achats, c'est loin d'être neutre, c'est à peu près 20% de la base de coût d'une banque. Donc, c'est sans doute avoir des approches plus proactives sur ce type de poste. C'est travailler aussi sur, lié au télétravail, mais pas que, l'optimisation en fait, des surfaces, notamment les fonctions de siège. Donc, c'est des initiatives que les banques ont enclenchées maintenant, que, comme je disais, c'est une question d'ambition qu'on veut y mettre et de vitesse d'exécution. Alors, il y a énormément de pistes, hein, vous en avez évoqué certaines. On va en détailler d'autres pour être très précis et très concret ce matin. D'abord, sur la réduction du réseau d'agences, notamment, il faut aller plus vite, plus loin. Alors, il faut effectivement aller plus vite et plus loin. C'est intéressant le réseau d'agences parce qu'il y a encore quelques années, c'était presque un tabou en fait en France d'évoquer des fermetures d'agences. Donc on voit quand même que les mentalités ont évolué dans les groupes bancaires. C'est plusieurs sujets. La première, bon, ça ne se résume pas juste à des fermetures d'agences, c'est réfléchir aussi au format, fermer sans doute effectivement des petites agences où on n'a pas la taille critique en termes de management, réfléchir au modèle managérial pour éviter d'avoir des structures trop lourdes par rapport à des réseaux qui se réduisent. Et je pense que plus globalement, c'est réfléchir à la notion de proximité. On a longtemps considéré que la proximité, c'était une proximité physique dans la banque de détail. Si on prend l'exemple en fait des centres d'appel qui concernent la banque de détail, mais je pense surtout aux acteurs du crédit à la consommation, c'est des gens qui ont réfléchi il y a plus de 15 ans à la notion de proximité qui n'est pas forcément que physique ou locale. On peut avoir de la proximité relationnelle, même en étant à distance. Je pense que c'est un sujet qui est assez majeur sur la façon d'appréhender la restructuration des réseaux bancaires. Alors, ça veut dire que des milliers et des milliers de collaborateurs vont voir leur métier évoluer ou s'organiser différemment. Bruno, comment les accompagner sans entraver ce fameux modèle social dont on parlait tout à l'heure ? Il faut d'abord sans doute sortir d'une approche trop généraliste de ces transformations. Ce que je veux dire, c'est que la banque, bien sûr, c'est une culture, ce sont des établissements, ce sont des caisses, mais c'est aussi des grands domaines, des grandes activités, et il faut vraiment examiner la situation activité par activité, ce que l'on fait. C'est clair que la problématique des fonctions de siège n'est pas celle du réseau que Nicolas vient d'évoquer. La problématique de l'IT, je rappelle que l'IT, c'est un des principaux centres de coûts dans la banque, n'est pas celle des back-office. La problématique de la finance et du contrôle de gestion n'est pas celle, j'allais dire, de la compliance et des risques. Et donc, c'est bien domaine par domaine qu'il faut pouvoir projeter les enjeux d'évolution, d'adaptation, les nouvelles organisations et l'accompagnement de cette transformation, la transformation et l'évolution des hommes et des femmes. Ça veut dire concrètement une plus grande souplesse dans la gestion des collaborateurs avec une obsession de la simplification des organisations. Oui, les banques, comme d'autres secteurs, elles portent les cartes d'une certaine complexité d'organisation, fruit de leur histoire, fruit des regroupements, fruit des évolutions de nouveaux métiers ou autres qui sont arrivés. Une des grandes constantes quand même qu'on observe, c'est sans doute demain moins de managers, notamment dans les réseaux, et plus d'expertise. Le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup d'achats, ça a été dit par Nicolas, beaucoup. Et moi, je crois fondamentalement, tout en accompagne un certain nombre d'établissements dans ce sens-là, que le retour en force de l'expertise est une des grandes caractéristiques de la banque de demain. Ça veut dire, par exemple, qu'en matière informatique, on y reviendra, je ne développe pas plus, il faut ramener toute une série de fonctions de chefs de projet qui encadraient le retour à la prestation externe, il faut dire moins et ramener à l'expertise des chefs de projet, des éléments qui sont dans une logique d'accompagnement, de montage de projet, que de delivery, j'allais dire, de prestation. Un autre exemple, évidemment, c'est celui d'innovation pour accompagner les pratiques professionnels. On sort d'une mission importante sur la compliance et la conformité. On a vu un établissement bancaire ne pas hésiter à prendre ses matheux, il y a beaucoup de matheux dans la banque, pour en faire des data scientists dans des formations purement internes. Voilà un exemple
sur comment l'innovation, l'accompagnement de la formation peut conduire à des transformations importantes, là où la tendance naturelle, dans beaucoup d'autres établissements, c'est d'aller acquérir, recruter, j'allais dire, à des valeurs de marché qui sont élevées, les data scientists dont on a besoin. Donc, de manière générale, c'est la fameuse transformation du modèle de management. C'est vrai pour la banque, mais c'est vrai partout. Les banques sont comme des structures qui reposaient sur des logiques assez hiérarchiques, sur des modes de pilotage assez en command and control. Derrière tout ça, évidemment, il y a des coûts, il y a du reporting, il y a des enjeux. Il faut aller davantage vers la confiance, le contrôle, ces nouvelles modes de fonctionnement que l'ensemble de l'industrie, que l'ensemble des entités de la banque, que la banque doit connaître également. Donc, à l'arrivée, si vous voulez, c'est cette transformation domaine par domaine qu'il faut conduire. Une des clés pour réussir ça, c'est évidemment les moyens, l'investissement en formation pour accompagner ce repositionnement des collaborateurs. Et c'est difficile parce que je vous rappelle qu'on est dans un secteur où 70 à 80% des dépenses de formation sont dédiées au réglementaire. L'évolution, la réglementation, les exigences sans cesse croissantes des régulateurs de toutes sortes qui accompagnent l'évolution de la banque requièrent et mobilisent une part de la formation. Donc, un des enjeux qu'on a, évidemment, pour réussir cette transformation dans le respect du contrat social, c'est l'anticipation, le repositionnement, ce qui suppose de mobiliser des moyens de formation en particulier, d'accompagnement général important des collaborateurs. Nicolas, parlez-nous du back-office. Alors, le back-office, déjà, c'est une fonction très industrielle qui a été largement, qui a bénéficié de la digitalisation. Maintenant, le sujet, c'est s'assurer que la digitalisation, elle est de bout en bout, qu'on ne repasse pas un moment par un traitement manuel ou un passage en agence, par exemple. Et puis, élément qui n'est pas nouveau, mais l'actualité récente montre qu'on peut avoir des nouvelles approches, c'est de réfléchir à des logiques d'externalisation, évidemment sous réserve qu'on ait des prestataires crédibles sur le marché français avec une banque de détail assez complexe en termes de nombre de produits. Et à ce titre, l'expérience à venir annoncée par Cerberus dans le cadre de la reprise des activités d'HSBC sera intéressante puisqu'ils ont un schéma où ils comptent avoir une externalisation auprès de Crédit Mutuel Arkéa. Donc, je pense que ça montre qu'on va vers des approches un peu plus innovantes et que le marché là-dessus est en train de gagner en maturité. Bon, Bruno, quelle est votre approche sur les back-office, vos pistes de travail et vos pistes de réflexion? Écoutez, je pense que l'enjeu évoqué d'industrialisation invite à aller plus loin dans la mutualisation. Et moi, je crois profondément qu'on a déjà, notamment dans les banques mutualistes, les banques régionales ont déjà beaucoup mutualisé un certain nombre d'éléments de back-office, mais cette mutualisation, elle doit être de plus en plus généralisée, y compris, comme Nicolas vient de le dire, entre établissements bancaires. Je ne crois pas que dans la banque de demain, dans la banque de proximité de demain, la solution dans les back-office qu'on va faire la différence. Bien sûr, c'est important, mais l'automatisation des traitements, les investissements que ça requiert, l'évolution des fonctions nécessite évidemment de mutualiser, comme ça a été fait. Il y a déjà, par exemple, pour le traitement des chèques, de mutualiser toujours plus large, et y compris en dehors des établissements bancaires. Et ça veut dire, là encore, qu'il faut accompagner les collaborateurs de fonctions souvent peu qualifiées qui vont être automatisées ou qui vont être transférées à de nouvelles entités vers des métiers à valeur ajoutée. Et encore une fois, il y a des vrais savoir-faire dans les back-office. Il faut accompagner cette mutation. Ça veut dire l'anticiper pour ne pas la subir. Et puis, il y a l'enjeu des effectifs, c'est clair. Les départs à la retraite, les départs naturels ont beaucoup permis de réduire les effectifs de back-office et ont déjà permis des premiers niveaux de mise en commun de moyens. Il faut sans doute aller plus loin et comme les départs, on a beaucoup utilisé le non-remplacement des départs à la retraite, il faut réfléchir à des dispositifs innovants, à la fois, j'allais dire, de départ volontaire en dehors du périmètre des back-office, mais aussi, et c'est un autre point important, de traitement des fins de carrière. Il faut sans doute aménager encore un peu plus qu'on a fait jusqu'à présent les dispositifs de temps partiel senior ou autres éléments qui permettent de lisser et de gérer les effectifs face à cette mutualisation et à cette transformation qui doit s'accélérer des back-office. Enfin, il faut développer des filières de compétences. C'est vrai que dans les back-office, on était parfois très spécialisés. On voit bien qu'on va vers des compétences de plus en plus pointues. Il y a des enjeux de transformation digitale et numérique aussi également dans les back-office. Et donc, il faut développer des filières de compétences par grand type de produits bancaires avec la polyvalence que ça requiert pour éviter, encore une fois, les ruptures dans le traitement et la gestion des dossiers. Donc, les back-office sont évidemment l'un des terrains sur lesquels se nouent beaucoup d'enjeux de transformation et de mutualisation. Alors, il y a aussi les fonctions support. Cela représente près de 15% des effectifs des banques, Nicolas.
C'est un élément assez important, voire très important, les fonctions support. Parce que, si je compare à d'autres industries, en fait, en général, c'est des fonctions en quantité de collaborateurs plus importante et un niveau de salaire qui est plus élevé que les réseaux ou les back-office, parce qu'il y a une forte dimension en termes d'expertise. Il y a plusieurs natures d'initiatives à avoir. La première, en fait, c'est de réfléchir quel est le rôle des fonctions support et le rôle du siège, parce que les fonctions support sont essentiellement au siège. Et là, en fait, nous, à travers notre expérience, on travaille beaucoup sur ces sujets-là auprès des établissements bancaires. Les rôles et missions du siège ne sont pas forcément clairs parce qu'elles ont évolué dans le temps sans forcément qu'on re-questionne. Est-ce qu'on veut un siège plutôt léger à très forte valeur ajoutée ou est-ce qu'on veut un siège plutôt très contrôlant, et ce qui veut dire un modèle organisationnel radicalement différent. Le deuxième sujet, c'est le siège, c'est un bon exemple en fait de la complexification au fur et à mesure des années. On rajoute des tâches, on rajoute des éléments d'analyse et de contrôle. C'est de re-questionner tout ça. Alors à travers des approches qui peuvent être de type budget base zéro, où vraiment on essaye d'éliminer et de simplifier l'organisation des sièges, en arrêtant de faire des choses, en les simplifiant, en réfléchissant au bon niveau d'allocation de ressources. Souvent, on a des gens extrêmement seniors avec une très forte expertise qui peuvent faire des tâches très opérationnelles. Et puis évidemment des leviers d'automatisation classiques. Donc c'est se reposer tout ce type de questions qui ne sont pas posées régulièrement dans les groupes bancaires ou pas assez. Et puis le dernier sujet, quand on est dans des groupes bancaires multimétiers, c'est de réfléchir à des logiques de filière, c'est-à-dire prendre une fonction, la finance, la RH, je ne vais pas toutes les énumérer, dans des logiques de filière, cross-métier, le cas échéant, pour développer en fait les synergies, les parcours de carrière et développer la valeur ajoutée en fait des fonctions support. Position sur les fonctions support. D'abord, il faut rappeler qu'on est toujours le siège de quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est le grand défi et ce n'est pas spécifique à la banque. Mais comme toutes ces organisations très verticales et très hiérarchisées, auxquelles se sont ajoutées pour les banques mutualistes, dont Nicolas rappelait en démarrant que se couvre quand même une part très importante de la banque de détail, c'est vrai que les sièges ont multiplié les couches et encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité des hommes et des femmes qui animent ces process avec l'efficacité que ça requiert. Donc, c'est sans doute un autre grand gisement après les back-office de productivité possible. Donc, il faut évidemment, pour approcher cette question des sièges, repenser le modèle d'organisation et de fonctionnement. Il faut alléger ces fonctions-là dans un contexte où je rappelle que par ailleurs, le régulateur continue à exiger plus de contrôle, plus de suivi, plus de reporting et plus de données. Alors, grâce au ciel, les outils d'intelligence artificielle, d'automatisation permettent d'apporter des éléments de réponse demain qui aujourd'hui ne sont pas toujours accessibles. En tout cas, on voit bien la transformation qui est derrière. Donc, pour les sièges, deux messages principaux. Le premier, un examen critique de l'organisation du fonctionnement des process qui permet d'alléger. Une projection dans l'évolution des métiers de demain. Le métier de comptable demain, avec l'automatisation des écritures, fera que toute une partie de collaborateurs qui passent à la main des écritures aujourd'hui, ces process-là seront automatisés. Comment je repositionne mes comptables sur les tâches à valeur ajoutée du côté des risques ou du contrôle de gestion? C'est des missions très concrètes que l'on fait et qu'on accompagne, mais c'est une des clés de la performance de demain. Et puis, si on continue un petit peu sur ces fonctions sièges et qu'on s'adresse plutôt à la dimension mutualiste, on voit bien que l'histoire des regroupements des caisses ou des banques régionales a conduit à laisser des entités dans chacun des sièges historiques de banques qui ont été regroupées. C'est vrai que les nouvelles organisations du travail, le télétravail, tous ces nouveaux modes de fonctionnement permettent de mieux concilier aujourd'hui et demain ce qui hier était compliqué, c'est-à-dire le maintien dans des lieux historiques d'un certain nombre de collaborateurs, parce que c'est la responsabilité sociale des banques dans le lien à leur territoire, mais qui peuvent être affectés à un siège qui est beaucoup plus loin, sans que ça ne perturbe l'efficacité de l'organisation du travail. Donc, toutes ces nouvelles projections, ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de faire peuvent permettre de maintenir, encore une fois, un siège plus unitaire, plus ramassé, plus efficace, sans forcément que ça veuille dire départ massif de collaborateurs situés dans différents éléments du territoire. Donc, cette responsabilité sociale des banques, elle peut s'exercer différemment. Donc, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut concilier parce qu'à l'inverse, je le dis tranquillement, le maintien de toutes ces couches intermédiaires sur le réseau, sur les différents métiers, est une source d'inefficacité quand même, il faut aussi le reconnaître, est une couche de mobilisation de moyens importants. Je vois beaucoup de directeurs d'agence qui passent leur temps à expliquer qu'ils sont un petit peu lassés de répondre à de multiples reportings, c'est une réalité. Ces reportings, encore une fois, ce n'est pas que la responsabilité des sièges,
c'est aussi celle des éléments des régulateurs, mais on voit bien que les logiques d'automatisation, de plus grande efficacité, de qualité de la data, la grande révolution de la data dans la banque, permet d'imaginer demain des organisations, quand je dis demain, c'est aujourd'hui, ça commence, on l'a vu dans beaucoup d'établissements, beaucoup plus efficaces, qui permettent aux fonctions de siège, aux fonctions support, d'apporter toutes leurs contributions aux enjeux économiques tout en se projetant, je pense en particulier à la fonction finance et à la fonction compliance risque, tout en se projetant dans les formidables atouts, impacts, transformation de ces fonctions-là du fait de la transformation numérique et des outils digitaux. On continue notre tour d'horizon et on passe à l'informatique, Nicolas. L'informatique, c'est un sujet majeur qui n'est pas le plus simple. Premièrement, il y a une spécificité française qui est que les systèmes informatiques, sauf exception des systèmes propriétaires, souvent assez anciens, voire à la limite de l'obsolescence sur certaines parties. Donc, il y a tout un sujet de comment allouer, en fait, dans un contexte économique, les investissements au bon endroit. La majorité des investissements aujourd'hui sont consacrés à des évolutions réglementaires ou liées aux réglementaires, et donc ça laisse relativement peu de place à l'innovation. Lié à ça, la complexité des systèmes, elle est aussi liée à la complexité, à la diversité de l'offre produit. Donc là, il y a sans doute une vraie réflexion à mener par les banques françaises. Je pense à l'image d'autres secteurs économiques c'est comment j'ai une approche proactive pour simplifier les gammes de produits et derrière simplifier ce qu'on appelle le décommissionnement, c'est-à-dire arrêter des applicatifs pour gagner en agilité et en économie. Là, il y a sans doute un vrai chantier qui est très partiellement engagé par les banques françaises sur la simplification de la gamme produit et ses conséquences en fait sur la complexité de l'informatique. Vos convictions sur l'informatique? L'informatique, c'est un autre grand gisement, parce que par définition, vous savez, j'avais coutume de dire, quand j'étais DRH des caisses d'épargne ou dirigeant des banques populaires, j'avais coutume de dire, la banque, c'est avant tout des hommes et des femmes, la qualité du service et de l'informatique. C'est un peu brutal comme résumé, et les gens, des spécialistes, les réalités quand même au quotidien, c'est quand même beaucoup ça. Donc l'informatique, c'est évidemment un gisement absolument clé d'évolution. Là-dessus, l'informatique aussi vit sa grande transformation. Le développement des méthodes agiles a complètement fait exploser les anciens modes d'organisation. Et donc, ce que je recommande pour l'informatique, c'est une approche sur mesure. En fait, on a 2 ou 3 grands types de populations dans l'informatique. Il y a ceux qui vont évoluer vers les méthodes agiles, c'est-à-dire on n'est plus dans cette espèce de grand cycle en V avec maîtrise d'ouvrage délégué, maîtrise d'œuvre, etc. Et ça veut dire que toute une partie des compétences qui étaient celles de chef de projet, qui s'appuyaient beaucoup sur des SS2I externes, pour le faire travailler, eh bien, toute cette première partie-là, elle doit aller être transformée vers les méthodes agiles. Alors, tout le monde ne le peut pas, c'est des rythmes très particuliers, mais c'est un premier enjeu d'une GEPP sur mesure, une GPEC, comme on disait à mon époque, d'une GPP sur mesure de l'informatique pour ramener une partie des experts sur ces enjeux des méthodes agiles en proximité très grande avec le métier, qui est une source d'efficacité considérable et de réduction des coûts de développement très importants. Le deuxième élément, il faut évidemment les gardiens du temple. C'est-à-dire, on a dit, et Nicolas l'a rappelé, il y a beaucoup d'applicatifs très structurants, très stratégiques, qui sont des applicatifs maison. Il n'est pas question d'avoir des ruptures sur ces chaînes-là. Donc, il faut, dans cette GEPP dédiée au métier de l'informatique, bien identifier ces collaborateurs que l'on va maintenir sur ces applicatifs-là, qui sont clés, qui vont continuer, qui vont devoir être maintenus, adaptés, avec toute la spécificité qui est la leur. Et puis, il y a la virtualisation, la cloudisation des réseaux. Donc, il y a toute une série d'évolutions, d'expertises nouvelles qu'il faut absolument injecter dans les métiers de l'informatique pour permettre aux communautés informatiques des banques de rester évidemment à la pointe de ce service tout en étant beaucoup moins coûteuses. Donc là encore, c'est toujours la même logique. Le métier d'informatique se transforme profondément. Il faut du sur-mesure pour adapter, j'allais dire, en fonction des populations, le repositionnement de ces équipes d'informatique. Et à l'arrivée, il y a plus d'efficacité et moins de coûts parce qu'on ne va pas continuer, on ne pourra pas continuer à investir les montants qu'on a commis ces dernières années. D'ailleurs, toutes les équipes informatiques sont confrontées à ce schéma-là. Donc, une GPEC, une GEPP, vous choisissez le terme que vous voulez, dédiée à l'accompagnement de ces acteurs, de ces hommes et des femmes, de ces métiers de l'informatique, c'est une des clés de la réussite aussi sur un métier totalement stratégique de l'activité de la banque de détail. Ces défis, ils sont spécifiques au secteur bancaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont confrontés aux mêmes enjeux? Et si oui, comment est-ce qu'ils les abordent, Bruno?
Écoutez, d'abord, une grande part des éléments sont communs. Je parlais de la transformation numérique du travail, des nouvelles organisations de travail. C'est commun à d'autres secteurs. C'est une source d'opportunités, mais que la banque doit saisir avec encore plus de conviction peut-être que d'autres secteurs pour en tirer toutes les opportunités. J'ai fait allusion aux nouvelles organisations de travail ou à l'informatique à l'instant. C'est vrai, quand on regarde le secteur des télécoms, que je connais bien, c'est vrai qu'il a dû réinventer son modèle technologique, au mobile, à l'Internet, aujourd'hui c'est la data, etc. Donc on voit bien qu'on vit une accélération des transformations de modèles, d'où cette agilité attendue dans la fonction RH sur l'accompagnement des hommes et des femmes. Donc ça, c'est commun. Et puis il y a des spécificités à la banque, c'est notamment un environnement réglementaire qui génère beaucoup de contraintes dans le fonctionnement et l'organisation. C'est une fonction absolument clé. On l'a bien vu en termes économiques, par exemple, comment la banque doit garder cette agilité pour mettre en place des centaines de milliers de PGE en quelques mois. Voilà, donc on voit bien que la banque reste, par son positionnement, un enjeu spécifique. Donc, le message que je délivre, c'est oui, elle est confrontée comme d'autres à cette transformation. Oui, c'est maintenant qu'alors que les moyens sont dans la banque, il faut investir dans cette transformation du modèle pour générer les marges de demain. C'est ça un petit peu l'enjeu. Mais c'est vrai que pour une grande part, la banque est confrontée à des mutations, une accélération de la mutation de son modèle, qui est quand même un point commun à beaucoup d'industries. Et au cœur de ça, j'en profite pour le dire, parce que voilà, c'est toutes ces fonctions de secrétariat général, de ressources humaines, parfois qu'on met trop en aval des transformations, qu'il faut ramener en amont des projets stratégiques et des transformations pour être dans l'anticipation et dans le sur-mesure. C'est un peu la clé un petit peu de ces… C'est vrai dans toutes les industries, mais c'est particulièrement vrai dans la banque. Quel risque courent les banques si elles n'améliorent pas rapidement leur rentabilité? Nicolas? En fait, c'est de ne pas se transformer quand les niveaux de rentabilité sont encore bons, ce qui est le cas à aujourd'hui, puisqu'il y a le sujet de financer cette transformation, que ce soit en investissement technologique, en coût social. Et je pense que c'est le point clé pour ne pas avoir à faire ça dans l'urgence comme certains pays doivent l'affronter à aujourd'hui. Moi, vous savez, j'ai le souvenir des années 80 ou 90, où il y a eu un fameux rapport Nora-Main qui disait « La banque sera la sidérurgie de demain ». Elle ne l'a pas été, parce que les dirigeants ont su prendre des adaptations et les transformations et les anticiper. Le message qu'on a vraiment envie de partager avec vous, c'est que, vous savez, il y a un proverbe hollandais, Batave, qui dit « C'est en été qu'on répare son toit ». Le message qu'avec Nicolas, on avait vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que dans la plupart des établissements, il y a des initiatives qui sont prises, il y a une conscience du fait qu'il faut accélérer, que c'est maintenant en été qu'il faut mobiliser les marges financières pour transformer, accélérer et généraliser la transformation du modèle, et qu'il faut absolument le faire maintenant, parce que sinon, c'est vrai que le fameux contrat social auquel moi je suis attaché, il pourrait évidemment connaître des adaptations beaucoup plus brutales. Et on le voit quand même avec quelques banques qui sont amenées à céder brutalement, on ne va pas revenir dans l'actualité, leur activité en France parce qu'elles n'ont pas su avoir le poids critique, mais elles n'ont pas su sans doute s'adapter suffisamment. Donc le message clé, c'est ça. Vous savez, en matière de ressources humaines, on a cette conviction qui fait qu'on choisit ce métier, en tout cas tous ceux qui s'occupent des ressources, de cet actif central de la banque, c'est qu'il n'y a pas de performance économique sans performance sociale. C'est quand même les hommes et les femmes de la banque qui chaque matin feront ou ne feront pas dans la relation du client, la performance de la banque. Mais il n'y a pas non plus de performance sociale durable sans performance économique, parce qu'évidemment, les moyens du financement de la banque. Et c'est ça le gros enjeu qui est le nôtre, c'est ça le driver qui fait que j'ai créé Topix après effectivement le parcours de banquier ou le parcours de DRH dans des grands groupes industriels. La conviction qui est la nôtre, c'est qu'accompagner les fonctions centrales qui sont au cœur de la transformation des banques, c'est une responsabilité très importante et c'est maintenant que ça se joue. Et vraiment, si on veut garder ce contrat social, cette responsabilité sociale des banques, qui a des acquis de notre pays, y compris par l'agilité en situation de crise, c'est maintenant qu'il faut engager ces grandes transformations autour des compétences, autour des métiers, autour des organisations et du fonctionner différemment. Voilà, c'est ça le cœur du message. Et encore une fois, je suis assez confiant, mais en même temps, on voit des situations très disparates, on voit du retard dans certains établissements bancaires par rapport à d'autres, on voit un défaut de généralisation dont on a du mal à comprendre le pourquoi et le comment. Et puis, on voit cette pression de l'extérieur, du réglementaire en particulier, qui fait qu'on ne met pas forcément les moyens là où il faut pour accélérer ces transformations. C'est ça le cœur du message qu'on voulait, à l'occasion de ce webinaire, vraiment partager avec les responsables de la banque ici présents. Alors, Bruno, Nicolas, vous restez avec nous. On va maintenant prendre
des questions, donc n'hésitez pas à alimenter le chat, à demander des précisions. Allez, je vous livre cette première question. Quand vous dites accélération, à quel rythme, quelle intensité pour que le changement soit socialement acceptable? Alors, c'est très variable d'un établissement à l'autre. Et encore une fois, je m'en excuse, chaque banque a sa culture, ses logiques de développement, ses façons de faire. Le crédit mutuel n'est pas le crédit agricole, qui n'est pas BPCE. Et à l'intérieur de BPCE, les caisses d'épargne, ce n'est pas les banques populaires. Et sans parler évidemment des modèles plus centralisés, Société Générale ou BNP. Donc, je crois que c'est d'abord à chaque banque de définir. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une certaine tentation face à la réalité sociale, face à l'urgence du quotidien, de différer les enjeux. Donc, ce que je crois profondément, c'est qu'en matière de réseau, à l'occasion de la mise en place des nouvelles organisations du travail post-crise, dans les back-office, dans l'informatique, tous ces thèmes qu'on a développés, c'est vraiment maintenant qu'il faut, dans un premier temps, poser ces diagnostics, généraliser les process, identifier les compétences de demain, de manière plus pointue, encore une fois, qu'on ne le fait parfois, pour accélérer dans les formations. Donc, on sait qu'une formation, c'est une nouvelle compétence, un nouveau métier, c'est souvent 18 mois. Donc, c'est pour ça, quand on dit accélérer, c'est vraiment généraliser des initiatives qui ont lieu, c'est réinternaliser des compétences, tout ça, ça prend 18 mois à 2 ans, et donc les vrais fruits économiques, on les verra dans 18 mois, 2 ans, voire 3 ans. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut le faire de manière assez déterminée, en expliquant aux partenaires sociaux qui y sont prêts. Je les ai rencontrés dans le cadre des missions que la Fédération bancaire française a confiées à Topix. On voit bien que les partenaires sociaux, ils ont parfaitement compris cet enjeu-là. La tentation pour eux, c'est qu'ils n'ont pas forcément vocation à être à l'initiative des transformations, mais qu'il faut reformuler, réexpliciter les termes de ce contrat, c'est-à-dire de dire, c'est vrai qu'on va demander plus de changements de métier, c'est vrai qu'on va repositionner des collaborateurs, c'est vrai qu'on va travailler différemment, mais c'est vrai qu'on va rémunérer beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne le faisait hier, ceux qui prennent les risques d'évolution fonctionnelle, des changements de métier, de mobilité, etc., parce que c'est aussi un des enjeux d'ajustement, mais la contrepartie de ça, c'est l'absence de départ contraint. Voilà, je le redis, et ça, c'est vraiment dans les 18 mois, 2 ans qu'il faut jeter, généraliser les jalons de ces transformations pour pouvoir en recueillir l'impact économique à 2 ou 3 ans. À 2 ou 3 ans, si on ne le faisait pas, l'effet ciseau que Nicolas décrivait fort bien en démarrant notre réunion pourrait produire des effets qui seraient beaucoup plus redoutables. Et ça, les partenaires sociaux, en tout cas beaucoup d'entre eux avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, en sont parfaitement conscients. Nicolas, sur le rythme, l'intensité. Ouais, un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a un élément de contrainte qui est assez fort. Comme le rappelait Bruno, le contrat social a été respecté à date dans les banques de détail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de départ contraint. Il y a une pyramide des âges, en fait, qui est quand même un élément assez structurant pour enclencher ce type de restructuration qui n'est pas, malheureusement, alors évidemment très différente selon les établissements, mais qui n'est pas globalement favorable en termes de départ en retraite notamment. Et le turnover qui est un élément assez fort en fait dans la capacité à gérer ce type d'initiative. Le turnover, j'allais dire, il va être assez lié au contexte économique parce qu'on sait très bien que en période de moins de croissance, quel que soit le secteur, il y a moins de turnover. Donc là, c'est un peu une inconnue sur laquelle on n'a pas de visibilité particulière à date. Et le sujet de l'accélération, en fait, c'est aussi la capacité à rentrer dans une vraie logique, une culture d'exécution, une culture de résultats, ou en tout cas plus forte, sur des organisations qui sont quand même assez complexes, des collaborateurs très diffus à travers les réseaux bancaires. Donc, c'est comment, en termes de gestion de projet, dans l'exécution en fait, de ces initiatives, on gagne encore plus en rigueur pour être encore plus efficace et être en capacité d'accélération sur des métiers qui sont quand même des métiers de stock. C'est l'avantage de la banque de détail, c'est des métiers de stock. La difficulté, c'est quand la décrue est amorcée, la question, c'est la vitesse de la décrue. Et là, ça peut aller peut-être plus vite en fonction des dangers qu'on évoquait liés au digital ou la bascule des usages, mais pas que. Je rebondis sur une autre question, une autre conviction à faire évoluer le modèle social tout en accroissant la performance a un réel impact sur le parcours client et collaborateur, ainsi que sur les processus. Cela n'implique-t-il pas une façon particulière d'intervenir?
Et je voudrais vraiment insister sur ce point. Moi, j'aime bien l'idée du parcours client. Le parcours client, il est clair qu'aujourd'hui, toute une série, la segmentation des clients montre bien qu'une partie d'entre eux sont demandeurs d'un parcours digital de bout en bout, là où d'autres sont très attachés au maintien du lien physique. Et je vois sur le chat, il y a une question aussi sur le réseau physique d'agences et la force incroyable que ça a donné aux mutualistes. Et voyez-vous, c'est un bon exemple de ce sur quoi il faut sortir d'une approche qui jusqu'à présent était assez homogène, pour ne pas dire assez uniforme, et qu'il faut maintenant apprendre cette spécificité. Si je regarde la relation client dans la banque de détail, c'est vrai qu'une part croissante de vos clients sera de moins en moins demandeuse d'une relation physique en agence. Et on l'a vu à travers la crise Covid, il y a toute une partie de la clientèle, de la gestion d'affaires, qui est beaucoup plus attachée, ou qu'en tout cas se prête beaucoup mieux à cette relation physique-là. Ça veut dire derrière des nouvelles organisations, réflexions sur l'implantation. Puis vous avez une partie qui reste très attachée pour des raisons de lien social à l'agence. Est-ce que c'est toujours la même nature de lien physique? Est-ce que je n'ai pas des regroupements qui font que je dois avoir dans chaque agence un directeur d'agence, un adjoint, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une différenciation à opérer entre le concept d'agence tel qu'on le définissait jusqu'à présent et puis le concept de site qui va permettre d'organiser une interface physique avec une partie de la clientèle. Donc, on voit bien qu'il faut évidemment, et d'ailleurs c'est engagé tout ça, le sujet c'est le rythme de cette transformation. On voit bien qu'il faut repenser sans forcément, encore une fois, de manière non binaire, je le dis un peu directement et je m'en excuse pour ne pas dire un peu brutalement, non binaire. Ce n'est pas réseau physique ou relation, j'allais dire, 100% à travers la banque sur Internet. Non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est des réseaux qui sont repensés, des implantations qui sont repensées, des modes de fonctionnement du client par les conseillers qui sont diversifiés. D'ailleurs, ça se passe de plus en plus. Et au bout de ça, évidemment, des parcours digitaux sans couture qui n'obligent pas, par exemple, comme je l'ai vu dans certaines banques, alors qu'on est parti dans un parcours 100% digital, à tout d'un coup avoir un lien obligatoire avec une agence physique avec laquelle vous n'avez aucun lien. Quelque part, vous ne pouvez pas, dans la chaîne informatique, ne pas localiser la relation client avec une agence déterminée, une agence physique, alors que j'étais candidat à un parcours 100% digital. Donc, c'est cette transformation, ces évolutions qu'il faut faire pour concilier, j'allais dire, une clientèle dont les demandes dans cette période de transition que l'on vit sera de plus en plus diversifiée, de plus en plus différente. C'est ça qu'il faut réussir. Bruno, vous anticipiez la question suivante. La densité du maillage des agences n'est-elle pas une force clé aussi pour demain? Nicolas, je veux bien répondre. C'est une clé à condition qu'on repense le réseau. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé dans d'autres industries. En ce moment, on travaille beaucoup dans l'assurance, qui repense complètement son réseau, le rôle du réseau d'agence. Il ne s'agit pas de faire disparaître le lien physique, il s'agit de le repenser. Et par exemple, à titre d'illustration, pour gagner des mètres carrés, des réseaux d'assurance, des agents généraux vont ouvrir leurs agences dans lesquelles il y a de moins en moins de clients qui viennent dans un contact physique pour accueillir des collaborateurs de la banque dans des logiques de télétravail et permettre d'économiser des mètres carrés. Est-ce que, ces réflexions intégrées, oui, le maillage est important, mais grâce, j'envoie ce message avec beaucoup de conviction à ceux qui sont attachés au modèle social. Ce n'est pas le maillage des années 90 qui fera la banque des années 2020 et 2030. Le maillage doit être repensé. Le maillage doit intégrer la diversité des attentes. Et en même temps, je le dis tranquillement, cette force des mutualistes qu'on maintient une proximité avec des centres de décision qui fait que c'est à Limoges qu'on octroie le crédit et que moi, petite entreprise, je sais que ce n'est pas à Paris que je vais être victime de quelqu'un qui ne me connaît pas, que ça a pris la décision me concernant. Cette force-là, elle doit être maintenue. Elle n'implique pas un réseau physique couvrant l'ensemble du territoire avec des agences qui vont systématiquement du directeur d'agence à l'ensemble des collaborateurs. Les éléments, c'est garder ses points forts, mais sortir aussi des certitudes qu'on fait la force du modèle mutualiste. Un réseau physique de très grande proximité, personne à moins de X kilomètres d'une agence. Ce modèle-là, il faut accepter qu'il soit challengé parce qu'il devient tout simplement en termes de coût un élément de fragilisation du modèle de la banque détail, y compris dans sa dimension sociale. Oui, en complément, ce que je dirais, c'est le maillage, en fait, c'est bon, le maillage, il est très fort en France, tous les chiffres le montrent. Le maillage, il faut pas se tromper de débat. Le maillage doit être une réponse à la proximité qu'on va avoir avec son client. Et comme je disais, c'est proximité physique et proximité relationnelle. Un client, ce qu'il veut, c'est sans doute avoir plus de compétences par rapport à des besoins spécifiques qu'il veut faire en physique. Donc, il va avoir les bons experts qui le conseillent. Et là, il y a
une réflexion qui est déjà amorcée largement, mais c'est comment on s'assure effectivement que c'est le meilleur dispositif qui répond aux clients dans une interaction physique. Après, l'autre sujet, c'est on peut garder un niveau de maillage qui est assez proche de ce qu'on a à date, mais avec des formats effectivement extrêmement différents et des logiques d'optimisation en termes de couche managériale, où on passe où le modèle classique, un directeur d'agence sur une agence physique, aujourd'hui, il est sans doute complètement remis en cause et c'est déjà largement amorcé. Alors, l'heure tourne, hein. On a encore au moins 3 questions à répondre. Donc, questions courtes et réponses courtes. Est-ce que la banque en ligne sera le modèle dominant dans le futur ou modèle hybride agence plus centre d'appel? Qui veut répondre? Voilà. J'imagine que banque en ligne, on va donc pas. C'est néobanques derrière, essentiellement. Bon, la France, en fait, on peut prendre 20 ou 30 ans d'histoire de la banque en France. Il y a 20 ans, on disait, quand les banques en ligne sont arrivées, y compris des modèles étrangers, y compris ING, on a dit, bon, ça va être la fin du modèle bancaire traditionnel. Bon, je pense que l'histoire a montré que les banques françaises sont beaucoup plus agiles qu'on ne le prétend. Et en général, la force et la concentration du secteur fait que pour tout nouvel entrant, c'est un marché toujours extrêmement compliqué. On n'a pas ce concept comme on peut l'avoir, par exemple, au Royaume-Uni, de challenger bank. En fait, le marché est tellement concentré, 2-3 acteurs, 2 tiers du marché. Je pense qu'il n'y a pas un pays où c'est aussi concentré. Donc. Et on voit bien qu'ING qui sort du marché français, comme plein d'autres, n'est pas arrivé à percer. Les néobanques à aujourd'hui, c'est extrêmement limité en termes de part de marché. C'est quand même pas monoproduit, mais très autour de la gestion de compte, des paiements. Donc, ils essaient d'élargir leur offre. Mais ce sont quand même des acteurs très marginaux qui resteront probablement marginaux. Et les banques sont arrivées à développer justement ce modèle hybride omnicanal avec grand succès dans une logique à la base défensive, mais de plus en plus offensive. Et s'il faut faire des acquisitions ciblées, je pense que l'acquisition par exemple par BNP de Nickel est un bon exemple. S'il faut mettre 200-250 millions pour acheter un acteur qui pourrait être éventuellement un danger pour le modèle de banque de détail, les banques françaises sont suffisamment solides pour pouvoir faire ce type d'acquisition. Y a-t-il des acteurs qui doivent accélérer plus que d'autres? Les mutualistes, les autres? Qui veut répondre? Très honnêtement, je pense que les transformations dont on a parlé s'adressent à tous les acteurs. Mais je suis quand même frappé, si on pense qu'effectivement il faut accélérer, il faut généraliser, par définition, le grand défi du modèle mutualiste, c'est de faire basculer collectivement dans un rythme de transformation qui tienne compte de la spécificité de chacune des banques. Si je prends, on a fait une importante mission dans la compliance sur la conformité, on voit bien qu'il y a un groupe plus centralisé, mais il n'y a pas de fatalité. On a vu aussi que le Crédit Agricole, par exemple, avait massivement investi dans la capacité à projeter un modèle de gestion de la conformité en utilisant les nouvelles technologies du deep learning qui permet évidemment de réduire considérablement et d'être beaucoup plus efficace. On a vu d'autres acteurs bancaires être encore largement dans des interfaces papier sur un certain nombre d'enjeux de conformité quand une alerte avait été déclenchée. Donc, je crois qu'il y a une certaine hétérogénéité et il y a un défi particulier que certains ont su relever sur la capacité à se projeter quand on est une banque mutualiste avec des centres de décision, j'allais dire, proches des territoires, à se projeter collectivement dans ces transformations-là. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une certaine hétérogénéité. Mais à l'inverse, je le dis tranquillement, il faut que les modèles qui ont gagné, voilà, les modèles très présents dans la banque de détail en face, le fassent dans le respect de leur ADN, de leur proximité. Et c'est ça tout le défi du message qui est le leur. Parce que si elles se transformaient au nom de cette mutation dans des modèles centralisés, il n'y a pas de secret, elles perdraient beaucoup de leur efficacité et de ce qui a fait leur force et leur capacité de résister à des néobanques dont on avait dit un peu trop vite qu'elles étaient l'alpha et l'oméga de la banque de demain. Je rebondis sur ce que disait Nicolas, le modèle hybride, qui suppose quand même une profonde réflexion de transformation, parce que c'est l'articulation entre les agences et les centres d'appel, un fonctionnement, l'expertise disponible à distance à travers des nouveaux outils, la visio ou autre pour la gestion privée, etc. Voilà, il faut repenser quand même tous les modèles de fonctionnement à l'aune de ces nouveaux enjeux. Je crois, moi, profondément au modèle hybride pour la banque, comme pour l'ensemble des grandes entreprises B2C. Le modèle hybride va quand même être un modèle qui va devenir assez central. Une dernière question sur le chat. Comment, à votre avis, faire évoluer le pilotage de l'activité et le pilotage des projets bancaires? Je l'ai dit à propos de l'informatique, sur les méthodes agiles, on voit bien que l'approche traditionnelle où j'avais un responsable d'un projet qui relevait plutôt d'une entité déterminée, qui effectivement
compétences, mais voilà, il faut aller plus loin dans la transversalité, le collectif, dans la manière de conduire les projets et dans le développement des méthodes agiles. C'est un défi particulier pour la banque, comme pour toutes les industries qui étaient quand même dans des logiques, je l'ai dit, assez pyramidales de fonctionnement. Grâce au ciel, ça fait des années qu'elles ont quand même basculé dans ce mode projet et qu'elles conduisent des transformations. Mais il faut vraiment le généraliser, et notamment dans cette logique, j'allais dire, de disponibilité, d'agrégation de compétences. Et puis l'autre enjeu, et là je m'adresse plus précisément à la logique RH, hein, l'autre enjeu que je vois beaucoup, moi, c'est comment on gère de plus en plus dans le mode projet des compétences internes de la banque, aussi des compétences externes. Comment les grandes banques à dimension internationale peuvent associer des équipes dans toutes leurs dimensions à l'international. Comment sur la data ou sur des nouvelles technologies, je fais fonctionner des compétences qui sont internes et externes. Donc, cette transformation-là, encore une fois, de la manière de conduire les projets, elle est assez centrale. Il faut décloisonner, transversaliser, former des collaborateurs à la gestion de ces projets, à leur complexité de la gestion de projet, y compris dans la dimension internationale. Et ça, encore une fois, ça a démarré, mais il faut sans doute accélérer et aller plus vite dans la matière. En complément, là, en consultant que je suis, je dirais aussi arrêter d'utiliser des consultants qui parfois font du secrétariat de projet en PMO à très faible valeur ajoutée et créent une forme de bureaucratie sur les projets qui n'avancent pas assez vite. Et moi, ce qui me frappe toujours, j'espère qu'on a un mode de conseils différents, ce qui me frappe toujours sur beaucoup de projets, c'est que cette forme de bureaucratie, en fait, on ne prend pas les vraies décisions. On ne met pas les vrais sujets sur la table, il n'y a pas les vrais arbitrages, il n'y a pas les vraies prises de décision parce qu'on fait un suivi très statique et on n'est pas au bon niveau managérial où on ne présente pas les choses de la bonne façon. Ça, je pense que c'est un élément clé qui est vrai dans beaucoup de grands corporates, mais je pense que c'est particulièrement et encore malheureusement particulièrement vrai dans le secteur bancaire. Alors peut-être une toute dernière question. Allez, je vous la livre, vous la découvrez aussi sur le chat, Bruno, Nicolas. Question qui mériterait un long développement, mais peut-être en quelques mots, quelles sont vos visions sur l'impact des nouveaux classes de réserve de valeur sur les 14 types de banques de détail dans notre monde? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous faire une réponse en 1 minute? C'est votre défi de la matinée. Nicolas. Une question assez technique. Nicolas. C'est une question piège. Non, mais je n'ai pas. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à Geoffrey hors connexion, parce que vraiment, on arrive au terme de cet échange. Geoffrey, on vous promet de vous répondre. Nicolas, Bruno, peut-être un dernier mot, un dernier message pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Qui veut commencer? Nicolas? Ouais, en conclusion, pourquoi on a appelé ce webinaire Transformation, l'accélération, c'est maintenant. C'est pas que l'on considère que les banques ne se transforment pas, elles se transforment depuis plusieurs années et plutôt bien en bonne intelligence. Ce qu'on pense, c'est que dans une logique d'accélération qui nous paraît inévitable compte tenu du contexte économique et du modèle économique évoqué, il n'y aura pas de transformation sans transformation sociale. Et c'est bien la combinaison de ces deux approches qui rend le sujet complexe, comme je l'évoquais, avec peu de latitude sur les départs naturels. Et c'est à ce prix-là que la banque de détail confirmera le leadership qu'elle a au niveau européen, ce qu'elle a toujours fait depuis des décennies. Il n'y a aucune raison qu'elle n'y arrive pas. Et c'est par ailleurs, cette transformation permettra de redonner de la perspective de carrière à un secteur qui est quand même injustement très souvent critiqué. Bruno, le mot de la fin pour vous. Oui, on vit la plus grande transformation du travail de ces 50 dernières années. Tout le monde en est convenu, et il y a deux caractéristiques. Si je prends par exemple les compétences, l'obsolescence des compétences aujourd'hui, c'est souvent 18 mois, 2 ans, quand une compétence pouvait permettre, il y a quelques années, à quelqu'un d'assurer un haut niveau de qualification pendant 8 à 10 ans. Donc, on voit bien que cette accélération de la transformation du travail n'est pas sans conséquence sur la banque, et donc il faut l'adresser. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est que les hommes et les femmes de la banque, et de la banque de détail en particulier, ont su concilier cette place si importante dans le financement d'économie de ce secteur et l'accompagnement des hommes et des femmes dans un contrat social qui a été de qualité. Moi, j'assume complètement d'avoir à la fois transformé le statut des caisses d'épargne dans les années 90, conduit en tout cas cette transformation dans une négociation sociale qui était exigeante, mais j'ai toujours eu en face de moi
des partenaires sociaux qui, quand l'essentiel est présent, ont su adapter ce modèle. Donc, le grand défi et le grand message de ce matin, c'est oui, il faut repenser et accélérer dans la transformation des organisations des process, parce que dans la banque, comme partout ailleurs, ceux qui ne le feront pas vont connaître des vraies difficultés, et l'accélération, elle est là, et elle est massive. Et à l'inverse, garder cette sensibilité si forte de la banque, qui est, on ne le fait pas au détriment des hommes et des femmes qui ont construit cette performance, et donc on les embarque à bord. Et les embarquer à bord, c'est souvent à travers le dialogue social, à travers l'anticipation. Le statu quo, c'est le plus mauvais des services qu'on puisse rendre aux hommes et aux femmes de la banque. Et donc, c'était le sens du message de ce matin. Identifier des secteurs très concrets qu'on a passés en revue, sur lesquels se joue cette... Accepter le fait qu'il faut aller plus vite, plus fort à partir de pratiques qui ont déjà été testées et développées. On n'est pas en train de se projeter dans des choses qui ne verront le jour, ou qui ne peuvent voir le jour que dans 10 ou 15 ans. Et à l'inverse, collective de le faire maintenant, à partir, encore une fois, d'un certain nombre d'expériences, de le généraliser pour permettre à la banque de rester dans cette capacité qu'elle a eue à conduire ces transformations, être cet acteur économique majeur pour le financement de notre économie, mais dans le respect des hommes et des femmes qui ont fait sa performance. Merci Bruno, merci Nicolas pour cet échange passionnant. C'était un plaisir d'animer ce webinaire. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous recevrez le replay si vous souhaitez le voir ou le revoir. Excellente journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.